travail était complètement exonéré. Il en était résulté un fantastique essor de l'initiative, de la création d'emplois, une résorption considérable du chômage qui avait été portée au crédit du nouveau ministre de l'économie, le chef d'entreprise Charles Perrault, et de celui du budget, l'ancien député du Rhône Jean-Pierre Revaux. Celui qui était en charge de la recherche et de l'industrie, l'ingénieur centralien Thibault de la Tocquenay, avait pu utiliser les crédits dégagés pour des investissements productifs. Notre système éducatif avait été profondément remanié sous l'impulsion du ministre de l'Éducation redevenu national, M. Sibilla, ancien proviseur de lycée et qui ne s'en laissait pas compter. Mon rêve est un rêve, mais les personnes sont bien réelles. On avait rétabli la notation, l'émulation, l'apprentissage des fondamentaux que sont la langue française, le calcul. Les professeurs étaient respectés parce qu'ils étaient désormais respectables. Fait inouï! Plusieurs d'entre eux, même membres du syndicat Sud Éducation, jusque-là fort négligés, avaient mis une chemise propre et s'étaient rasés de frais. L'enseignement, il est joli mon rêve, hein? L'enseignement de la morale élémentaire, de l'histoire nationale, de notre incomparable patrimoine, échappait désormais aux repentances, qui sont l'arme de la guerre psychologique faite à notre peuple. Le ministre des combattants et de la mémoire nationale, plus jeune résistant de France, ancien combattant, journaliste, grand reporter à Paris Match et au Figaro Magazine, Roger Hollande, il avait mis bon ordre. Il avait fait cesser les scandales que nous avait signalés mademoiselle Véronique Bouzou, jeune et courageuse enseignante, comme le fait que dans le cadre de l'année européenne 2010, de, je cite, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, un prix littéraire de jeunesse avait été organisé sous l'égide de l'éducation nationale à destination d'élèves de CM2 et de 6e. Objectif avancé par les initiateurs du projet, donner le goût de la lecture et lutter contre l'illettrisme, intention louable, sans aucun doute, sauf que tous les ouvrages proposés, sans exception, depuis, je cite le titre, « Moi, Félix, 10 ans sans papier », jusqu'à Zora l'insoumise, en passant par Libérer Raya et bien d'autres, représentent le méchant à travers l'image du blanc occidental qui maltraite les sans-papiers ou réduit à l'esclavage de jeunes immigrés. Et comme le conclut très justement cette jeune professeure, comment voulez-vous que les élèves aient envie d'assimiler les valeurs françaises si à longueur de journée l'école leur rappelle qu'ils n'ont pas de chance, que les blancs sont racistes, intolérants et cupides? Eh bien, ceci aussi avait cessé. Rien de tout cela, mesdames, messieurs, n'est en effet innocent. Et la manipulation contre notre peuple n'est pas exempte de la tutelle étrangère que révèle, entre autres, l'affaire Wikileaks. À la lecture du câble diplomatique confidentiel de Charles Hammerman Rifkin, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en France, nommé par le président Obama le 1er juin 2009, nous lisons: In addition, we will continue and intensify our work with French museums and educators to reform the history curriculum taught in French schools so that it takes into account the role and perspective of minorities in French history. Les traductions françaises, mieux que mon broken English. De plus, nous continuerons et renforcerons notre travail, ça vient de l'ambassade américaine en France, avec les musées français et les enseignants, pour réformer le programme d'histoire enseigné dans les écoles françaises, pour qu'ils prennent en compte le rôle et les perspectives des minorités dans l'histoire de France. Mais le problème, monsieur l'ambassadeur, c'est l'occultation totale, le mépris et la haine dans lequel est tenu le rôle de la majorité dans l'histoire de France.
Sur le plan international, justement, nos partenaires européens avaient dans un premier temps tenté de faire illégalement pression sur nous, comme ils l'avaient fait contre l'Autriche, après cette victoire du Front National. Ces agissements indécents et illicites nous avaient donné l'occasion et le motif légitime pour faire cesser les intrusions constantes et abusives de l'eurocratie dans notre législation. Nous avons fait jouer simplement l'article 55 de la Constitution, jamais mise en œuvre, c'est-à-dire la fameuse clause de réciprocité. Au Conseil européen, le nouveau ministre français des Affaires européennes, Madame Catherine Salagnac, avait mis le holà à toutes ces manœuvres. Nous avions bientôt été suivis par d'autres, flamands, hongrois, autrichiens, baltes, irlandais, danois, italiens, et nous avions posé enfin des bornes claires à l'emprise de l'eurocratie. Parfaitement raisonnables, nos propositions n'avaient conduit pour notre pays à la perte d'aucun bénéfice. Nous n'avions porté atteinte à rien de ce qui relevait des perfectionnements du droit des gens européens, ni à l'intangibilité des frontières, ni à l'arbitrage pacifique des différends, ni à la sécurité mutuellement garantie, ni même à la concertation entre les délégués des peuples d'Europe, ministres ou parlementaires, notamment dans ce haut lieu chargé d'histoire et de symboles qu'est la ville de Strasbourg, siège à temps partiel et très menacé du Parlement européen. Du coup, le train fou qu'était devenu l'Union européenne s'était arrêté au bord du précipice. L'augmentation indéfinie des domaines d'intervention, véritable machine à broyer les identités nationales, avait fait place à un recentrage de la coopération sur des projets précis, chiffrés, identifiables. Quant à leur rapport coût-avantage, Airbus, Ariane, le Centre européen de recherche nucléaire, les bourses d'étudiants Erasmus, les projets transeuropéens de liaison fluviale, ferroviaire, aérienne, le système européen de positionnement par satellite Galileo, toutes actions légitimes de coopération qui n'avaient aucune raison de s'arrêter, mais auxquelles désormais l'Union européenne est étroitement assignée. Le processus d'adhésion de la Turquie a été définitivement arrêté, non pas pour des motifs humiliants, à l'égard de cette grande nation, mais pour la seule raison qu'elle n'est pas, ni sur le plan culturel, ni sur le plan linguistique, ni sur le plan spirituel, ni même sur le plan historique, un État européen. Et quand nous disons cela, nous sommes des défenseurs plus conscients et plus exigeants quant à l'identité européenne que nos adversaires prétendus européistes. Grâce à nous, une nouvelle organisation internationale est née, incluant des pays ou des peuples européens qui ne faisaient pas encore partie de l'Europe, Serbie, Ukraine, Russie. Nous avons renoué de ce fait avec une tradition nationale naturelle en termes de géopolitique, qui va du mariage d'Anne de Kiev avec le roi de France, il y a 9 siècles, presque 1000 ans, à l'alliance franco-russe scellée à la fin du XIXe siècle. Il ne s'agissait pas ici d'une alliance défensive comme par le passé, mais de faire que l'Europe ainsi réconciliée surmonte sa grande division, qui remonte au partage de Théodose entre empire latin et grec et à la séparation du catholicisme et de l'orthodoxie, ligne de partage qui est très exactement le méridien de Sarajevo, ligne d'affrontement de 1914 à nos jours. Refaire l'unité de l'Occident, abroger les conséquences politiques de la division de l'Europe chrétienne, participer à profit partagé à la mise en valeur des richesses naturelles de ces immenses espaces, voilà un champ d'action nouveau offert à nos entreprises et à notre jeunesse.